Eh bien, salut à tous, salut Baptiste, et de nouveau dans un épisode de Parlons Dev. Bientôt un podcast qui ne va plus être seulement tech, mais on va parler d'actualité, une chaîne d'information, faire concurrence à BFM TV, car aujourd'hui, dans cet épisode principalement, on va parler de Panda CSS. Alors pourquoi je parle d'actualité? Car c'est un sujet qui fait un peu controverse sur la twittosphère. Je sais pas si c'est un terme, la X-sphère du coup. De toute façon, twittosphère c'est un peu bien vieux, Sur ça LinkedIn sort de nulle aussi, part, mais... sur la LinkedIn Ah ouais, sphère. ouais, LinkedIn, ah ouais. Mon dieu. Mais donc il s'agit bien de Panda CSS, dont avait parlé donc T3.gg Théo dans une de ses vidéos, d'une review d'un article qu'il avait fait, enfin d'une newsletter même, que tu avais écrit Baptiste. C'est exact. Et donc c'était une opportunité de visibilité tout à fait méritée que tu as totalement prise, et c'est tout à fait légitime. Donc je pense qu'on va un peu aborder ce sujet-là, mais voilà, c'était pour introduire Panda CSS que tu apprécies particulièrement. Mais avant ça, comment vas-tu Baptiste? Quels sont tes petits sujets du moment ou qu'est-ce qui te fait vibrer? Bon, écoute, ça va bien. Je sais pas si on a trop le droit d'en parler, mais j'ai occupé mes derniers jours à monter une vidéo spéciale de Parlons Dev, qui sortira, je ne sais pas si avant ou après cet épisode-là, mais une vidéo un peu concept, où avec Paul, nous avons retrouvé deux de nos amis développeurs et nous avons essayé de modéliser des objets réels avec de l'HTML et du CSS, et avec plus ou moins de réussite pour Ah certains. oui, surtout moins de notre côté, en tout cas ce qui nous concerne ici. Oui, Surtout si tu mets vraiment que le premier exercice, en tout cas. Enfin bref, c'était vraiment une histoire de tester un peu nos invités ce étaient bien format, meilleurs quoi. que nous sur le format qu'on leur a proposé. Voilà, donc en vanilla HTML CSS, c'est 0 sur 20 en tout cas, me concernant. Mais ça sera l'occasion d'en refaire un et de prouver que voilà, on sait apprendre aussi. Oui, le crew de Parlons Dev n'est pas si nul que ça. Voilà, il faudra redorer l'honneur, quoi. On verra quand est-ce que ça sort et sous quel format exactement, mais oui, en effet, c'est vrai qu'on attendait ça récemment. C'était bien sympa. Bah, c'est cool. Et nous Et avons c'est tous tout. les deux Tu utilisé n'as rien. Panda CSS d'ailleurs pour faire Alors, styliser nos c'est trucs. vrai. Plus exactement, le playground me concernant de nouveau. Mhm. J'ai jamais réellement usé de Panda CSS en conditions réelles, quoi. Soit d'entreprise, soit de projet long terme, on va dire. Dans cet exercice, les seules choses dont j'ai tiré, c'était la méthode CSS et peut-être deux trois hooks pour prédisposer des styles tels que center, etc. Oui, ce qui J'ai s'appelle des pas trop patterns avec Panda CSS. patterns, voilà, c'est ça. Yes. Donc, comment tu veux t'organiser, mon cher Baptiste? On commence directement dans le vif du sujet, à savoir qu'est-ce que Panda CSS? Oui. Ou tu nous trouves une transition toute amenée, plus Bah, relative la à transition, notre la cher. transition, tu l'as dite, c'est qu'est-ce que Panda Voilà. CSS pour ceux qui ne savent pas mais qui nous écoutent quand même. Eh ben, Panda CSS, si je peux commencer, c'est une solution de styling assez récente. C'est du CSS in JS. Donc, pour rappeler ce qu'est le CSS in JS, c'est le fait de styliser donc ces éléments directement avec le markup dans des fonctions. Souvent comme style components, il faut appeler des fonctions pour créer des composants, ce genre de choses. Avec Panda CSS, la base c'est une fonction CSS qui prend un objet comme paramètre. Et dans cet objet, on définit toutes les propriétés CSS qu'on veut définir, comme c'est pas la font size, la color du texte, etc. Et l'avantage de cette fonction CSS, le premier en tout cas, c'est que cette fonction est type safe. Elle utilise des types forts de TypeScript, ce qui permet donc de n'être sûr que, qu'uniquement des propriétés connues sont spécifiées, mais surtout que des valeurs uniquement valides sont précisées pour, par exemple, la couleur. Panda CSS vient avec une configuration de base, avec des couleurs dans le preset, comme Tailwind CSS le fait. Par exemple, Red 400, ce genre de choses-là. Donc la fonction CSS permet d'autocompléter et de s'assurer que seules des couleurs, des valeurs connues sont utilisées. Voilà une des D'accord. spécificités. Et, et à savoir que cette configuration aussi est dynamique, c'est-à-dire que le typage est aussi adaptable à ta configuration interne de Panda CSS, Oui, sauf erreur. c'est très important à préciser, c'est que effectivement Panda CSS est fait pour être configurable et la configurabilité n'altère en rien la type safety.
Donc si tu viens définir d'autres couleurs ou même supprimer celle du preset de base, tu peux tout à fait. Et donc ça c'est l'avantage D'accord. principal de Panda CSS par rapport à d'autres solutions CSS in JS. Le deuxième qu'il faut mentionner tout de suite après parce qu'il est vraiment, il va de pair avec Panda CSS et la type safety, c'est le fait que ce soit une solution CSS in JS build time. Par exemple, Style Components est une solution CSS in JS uniquement disponible au runtime. C'est-à-dire que les styles sont créés dans le navigateur quand le JavaScript a été chargé et a été exécuté. Panda CSS, au contraire, utilise un static extractor pour analyser tous les styles d'une application et déterminer, comme le fait Tailwind CSS, ça analyse le code, ça comprend quel style générer, et derrière ça génère du CSS qui peut être utilisé dans n'importe quel environnement, que ce soit Astro avec du côté serveur, ou même dans une application vite qui fonctionne avec React que runtime, quoi. Voilà. En fait, Panda CSS, c'est vraiment une dev dependencies quasiment. T'entends quoi par ça? C'est-à-dire que techniquement, quand tu as buildé ton truc, ton projet il est agnostique du fait qu'il ait été buildé par Panda CSS. C'est du CSS overall quoi. Après, j'imagine qu'il y a quand même un utilitaire Panda CSS qui existe au runtime. Je ne sais pour quelle raison. Je ne sais pas si ça te parle, mais C'est effectivement une caractéristique assez importante de Panda CSS. C'est que si on compare avec Tailwind CSS, qui lui pour le coup n'est présent qu'au build time, Tailwind CSS marche de cette façon-là. Le just in time, le JIT, analyse l'intégralité de la code base et essaye de déterminer quelles classes sont utilisées. Donc pour ça, ça fait vraiment un match sur des strings exacts. Ça regarde si la classe BG Red 400 est présente ou pas. Si elle est présente, ça génère le CSS correspondant. Mais au runtime, il n'y a rien. Il n'y a rien parce que c'est que des classes. Et il y a des cas d'usage auxquels on est plus vite confronté que prévu. Comme par exemple le fait de créer des composants avec des variants. J'entends par là par exemple un composant badge. On veut pouvoir définir un composant badge de type, je sais pas, error, success, warning, avec des couleurs différentes. Et pour faire ça, le meilleur pattern qui soit, pour ne pas avoir à créer soi-même plein de petits, enfin, du code pas forcément très maintenable et un peu arbitraire, quoi. C'est chacun qui fait sa propre tambouille à chaque fois dans chaque projet. Un pattern assez utilisé, c'est le class variance authority. Donc l'idée, c'est de définir tous les types de variants avec les styles de base et chaque variant pouvant redéfinir des styles. Par exemple, mon alerte, je sais qu'il y aura toujours du padding horizontal, du padding vertical, sauf que les couleurs changent selon le variant. Donc quand c'est du error, ça va être rouge, quand c'est du success, ça va être du vert. Et le class variance authority, ce principe-là permet de définir ça d'une meilleure manière. Et donc pour relier Tailwind et Panda, Tailwind ne le supporte pas out of the box parce que ça nécessite du JS au runtime. Il y a des plugins qu'on peut mettre en plus, mais c'est pas du Tailwind natif. À l'inverse, Panda CSS supporte ça out of the box. Voilà. D'accord. C'est vrai qu'avec Tailwind, on pourrait entendre certains détracteurs, et ce qui est tout à fait légitime, dire que en effet la type safety, l'autocomplétion qu'on peut retrouver chez Panda dans l'IDE, enfin tout ce qui va être le confort de développement pour n'importe quel développeur, existe en réalité aussi avec plein d'add-ons disponibles sur la marketplace de différents IDE tels que le Prettier ou tout ce qui va être autocomplete de classe, voire même sorting. Tu déclares un peu tes classes à la volée dans ton class name ou peu importe, et tu fais un petit save et ça te fait un format et ça te remet tout dans un ordre déterministique, ce qui évite les collisions ou des race conditions à l'instanciation si jamais tu fais des class names dynamiques. Ou travail en équipe. Si par exemple Oui. je reprends le travail dans un composant de quelqu'un et qu'en fait il n'avait pas les bons outils pour Tailwind pour ordonner les classes, si moi je l'ai, ça va le modifier automatiquement et c'est pas terrible. Tout à fait. Je préfère dans l'APR avoir juste les changements nécessaires. Et là, c'est des sources de conflits. Oui, ça complexifie. Comme plein d'autres existent en réalité, hein, mais tout comme le format des imports, etc. On a toujours tous eu des PR où en fait la personne est passée sur plein de fichiers, elle fait des petits saves, mais en réalité, fait un git add all ou peu importe à un moment donné. Et on se retrouve avec une PR qui a une dizaine de fichiers alors que fondamentalement il n'y en a que 3 qui ont vraiment muté et qui nécessitent une review.
Donc ça, c'est des problèmes de commit lint, peu importe. Il y a ça peut se situer à plusieurs degrés, mais c'est sûr que c'est une surcharge de ces outils-là. Donc la plus-value aussi là-dedans, en tout cas dans un travail d'équipe, je trouve, avec Panda CSS, c'est cette centralisation et le fait que on installe Panda CSS et puis voilà quoi. On est prêt à travailler en équipe là-dessus s'il faut, c'est type-safe, ça c'est cool quoi. Ça rentre dans. L'outil apporte vraiment énormément de sous-outils, si je puis dire. C'est que Panda CSS, c'est vraiment une trousse à outils avec plein de choses à l'intérieur pour faire plein de choses différentes. Donc il y a cet aspect styling, vraiment juste mettre une couleur ou un background sur un élément. Il y a aussi la partie Class Variance Authority qui est implémentée de base. Et pour ceux qui veulent aller encore plus loin sur CVA, c'est ça CVA, ouais, absolument. L'acronyme. Ouais. L'acronyme, absolument. Et le CVA est même poussé un peu plus loin avec la notion de SVA. C'est Slot Variance Authority. La différence, c'est que c'est pour représenter plusieurs sous-parties d'un composant avec le même CVA. Et l'intérêt, par exemple, si je prends un cas pratique, si je reprends mon badge, dans mon badge, j'ai effectivement le conteneur, mais j'ai aussi le titre, j'ai aussi le texte secondaire, ce genre de choses, peut-être une icône. Et toutes ces choses-là, ce sont des sous-composants de mon composant badge, enfin pardon, alerte. Et l'intérêt des SVA, c'est de définir tout ça au même endroit, parce que tu veux que ces choses-là changent en même temps que tout le reste. Par exemple, la couleur du texte principal et la couleur du texte secondaire doivent changer toujours en même temps, selon la variance. Si mon app badge, si mon composant alerte il est en error, tous les textes vont changer. Donc l'intérêt du SVA, c'est de tout grouper, tout ce qui peut changer en même temps, au même endroit. C'est l'intérêt, même si ça complexifie un peu le code, et je sais que certaines personnes n'aiment pas. Si j'essaie de reformuler, ça veut dire en gros, tu peux synchroniser plusieurs CVA dans un SVA, c'est ça? C'est tout à fait ça. Et pour montrer un peu plus l'intérêt, parce que dit comme ça, c'est peut-être pas très évident, mais l'intérêt, c'est que parfois, des variants, par exemple, je sais pas, la couleur et la taille, et bien ces variants peuvent être combinés pour certaines propriétés. Si par exemple, je veux que selon la couleur et selon la taille, j'applique un padding différent, et ben je dois faire une combinaison de ces deux variants. Donc c'est pas seulement les variants couleur et les variants taille qui sont gérés séparément, c'est aussi les variants couleur et taille qui sont gérés conjointement, et pour faire un genre de produit cartésien où selon les deux entrées j'ai un résultat différent. Donc ça le CVA le supporte. D'accord. Et c'est d'autant plus vrai pour les SVA où tu veux que selon des variants qui sont composés et selon les sous-parties de ton composant, tu veux appliquer des styles différents. Donc l'intérêt du SVA, c'est pour pousser ce genre de choses plus loin et ne pas être limité par l'outil. Voilà. Et faire du code... Enfin, l'idée, c'est vraiment tout ce qui peut changer en même temps doit être localisé au même endroit. C'est un peu ce principe fondamental. Et le principe de class variance authority, mais aussi... Enfin, je veux dire, c'est des paradigmes qui s'appliquent pas qu'à Panda CSS, non? Ah, tout à fait, c'est des choses qui ont été créées avant Panda CSS. CVA, Class Variance Authority, c'est même le nom d'une librairie qui est utilisable avec plein de solutions, Tailwind CSS, du CSS natif. Ce que je vois. Donc voilà, c'est devenu un pattern utilisé par pas mal de solutions de styling. Mais donc c'est-à-dire que là, demain j'ai envie de faire du CVA sur Tailwind, je peux pas le faire nativement. Il faudrait que j'ai quand même une intégration un peu custom ou que j'utilise un outil qui me permette de le faire de manière très idiomatique. Cependant, avec Panda CSS, du coup, il existe vraiment un helper, enfin je sais pas, un pattern. Ça s'appelle aussi un pattern? Ça s'appelle pas, c'est pas un pattern parce qu'un pattern avec Panda CSS, c'est une fonction qui wrap la fonction CSS. C'est en gros, t'appelles la fonction CSS, mais avec des valeurs par défaut. C'est l'idée du pattern. Donc avec Panda CSS, il y a plein de patterns pour implémenter des layouts assez communs, comme par exemple une grille, un composant flex. Une quoi, pardon? Une grille de CSS. Ah oui. Ok, une grid. Une grid. Ou je sais pas, faire d'un élément un rond, ce genre de choses. C'est des patterns qui sont implémentés avec Panda CSS.
Et encore une fois, si vous avez des besoins spécifiques sur votre projet, Panda CSS étant configurable, permet aussi de créer ses propres patterns qui sont ensuite disponibles partout dans l'application. Voilà. D'accord. Et si tu devais, enfin, très rapidement ou grossièrement, peu importe, mais me donner plus ou moins les principaux keywords de Panda CSS qui font ce que tu consommeras le plus dans ton application, imaginons voilà du coup les patterns. Est-ce qu'il existe d'autres principes vraiment fondamentaux à l'outil À titre très personnel, j'ai pas utilisé Panda CSS encore pendant 1 an. C'est un outil que j'ai utilisé depuis 2 mois maintenant, je pense. Ouais. Majoritairement, on utilise la fonction CSS. C'est vraiment la base. C'est pour à chaque fois qu'on veut styliser quelque chose, fonction CSS. Mais les patterns, je m'en sers aussi pas mal. Par exemple, pour faire du flex ou du grid. Ça, je m'en sers pas mal. Sinon, CVA. Voilà, c'est vraiment les 3 choses que j'ai utilisées principalement jusque-là pour mes petits besoins. Et encore le CVA, comme j'ai pas fait beaucoup de composants réutilisables, c'est surtout pour des composants réutilisables, hein, le CVA. C'est, je sais pas, pour un bouton, pour un badge, tout ça, qui sont utilisés à plein d'endroits de l'application. Ça permet de le faire très correctement et d'avoir du code qui soit facile à changer et facile à lire. Parce que pour revenir très rapidement au SVA, même si c'est pas la fonctionnalité principale de Panda CSS, c'est vraiment quelque chose un peu niche. L'intérêt principal du SVA, c'est que quand on définit des composants complexes avec des sous-composants, si on veut faire cette idée de style qui sont définis par rapport à plusieurs variants, à la combinaison de plusieurs variants, on arrive avec du code compliqué à maintenir, parce que c'est dans des composants très nested qu'on vient faire ces checks sur la combinaison des variants. Là, avec la définition du SVA, on a vraiment une API qui est normalisée pour faire ça, et c'est facile de comprendre comment les choses sont définies et de les changer ensuite. Voilà, je voulais juste revenir là-dessus, c'est important de mentionner. En fait, ça centralise vraiment le style. Ça centralise le style. Tu le sors de ta vue. C'est ça. Tu le sors de ta vue, tu sors tous les styles qui sont susceptibles de changer. Donc c'est pas obligé de faire, de définir dans son SVA l'intégralité de ses styles, mais c'est toutes les choses principales, on peut les mettre dedans. Voilà. Tout ce qui doit être changé peut facilement l'être grâce au SVA. Mais vraiment, je veux pas passer plus de temps là-dessus que. Oui, non, mais c'est intéressant. D'accord. Fonctionnalité un peu avancée. Niche. Voilà. Après, le souhait de faire des components très génériques pour tendre vers un design system, c'est toujours une bonne chose, quoi. Yes. Et c'est sûr que lorsqu'on vient faire propagation de propriétés un peu alambiquée avec 10 000 booléens qui permettent d'afficher plus ou moins du style dynamique dans une arborescence de components, ça devient vite infernal. Alors que si tu as un seul entry point qui est en fait quel est l'état stylistique et fonctionnel qui en découle de mon ensemble d'applications, enfin de mon ensemble de components, c'est tout de suite beaucoup plus déjà compréhensible pour le développeur, mais maintenable parce que on ne fait plus évoluer un élément de style sur une condition, mais sur un état global de toute l'interface de ce qu'on voit. Après, ça semble logique et ça me choque pas venant de toi. C'est plus ou moins la même plus-value côté fonctionnel que je peux retrouver à Xstate, qui est d'exporter ta logique en dehors de ton component. Et la seule chose que tu viens faire dans ton component, c'est interagir et transpiler l'état de ta machine et exposer bien sûr son API entre très gros guillemets, à savoir quelles actions je vais pouvoir persévérer là-dedans. Persévérer, non, persister plutôt. Même si persévérer est une bonne chose. Et je sais pas si t'as entendu parler, enfin je suis sûr que oui, mais de Stylix, et qui est aussi, sauf erreur, une solution CSS NGS qui a été donc, je crois, développée par Facebook, en tout cas, qui fait runner le style sur Facebook actuellement. D'ailleurs, première question, j'ai aucune idée, je sais pas si toi non plus, je veux pas te prendre au dépourvu, mais sais-tu si c'est aussi compatible server-side rendering ou server-side component? Les avantages sont les mêmes. C'est vraiment de faire du CSS in JS qui soit run au build time. L'API est très différente de Panda CSS. Elle se rapproche énormément de ce qu'on fait avec React Native. Et comme avec Paul, on a tous les deux développé sur une application React Native dans un cadre pour un projet scolaire. Voilà, on peut en parler. Et avec React Native, la façon dont on définit les styles, c'est avec il y a un namespace style sheet qui permet de créer des styles avec pareil une autocomplétion pour les noms et pour les
pas pour les valeurs, mais pour les noms. Donc c'est vraiment une fonction qui prend un objet en paramètre, on définit chaque propriété, font size, color, etc. Mais l'idée de Stylix, c'est d'avoir le même genre d'API. Et donc il n'y a pas de CVA, il n'y a pas de SVA, contrairement à Pandas CSS. C'est d'avoir quelque chose de très simple. Et j'ai cru comprendre avec très peu de configuration. C'est-à-dire que contrairement à Pandas CSS, c'est pas configurable au même point. Voilà. Après, j'ai pas vraiment d'avis donné péjoratif ou amélioratif. Non, bah de toute façon, c'est jamais ni blanc ni noir, hein, c'est jamais si simple. Hein. C'est vrai. Mais d'accord, c'était pour avoir une idée, parce que c'est vrai que c'est les deux choses qui font un peu parler, et c'est quand deux débutants ou deux ignorants parlent de ces deux sujets, ce qui coupe assez court en règle générale, c'est non, mais moi je vais plutôt m'intéresser à ce que fait Facebook, parce que c'est plus durable, plus machin, ce que j'entends, hein, surtout dans le monde de l'entreprise. Mais c'est dommage de parfois s'arrêter à des a priori comme ça. Et à savoir qu'il y a plein de technos qui sortent de l'open source, enfin quasiment toutes, et qui sont ensuite maintenues et onboardées par des plus grosses boîtes. Ouais. Absolument. Et puis, si Facebook développe ça en interne, c'est pour aussi ses propres besoins. Après, c'est très bien qu'il l'open source, mais c'est comme React. Initialement, c'était fait pour les besoins internes de Facebook. Pas besoin d'utiliser React pour chaque projet sur lequel on bosse, quoi. C'est pour faire une landing page. Non, voilà. C'est sûr. Bon, ça encore, c'est un autre débat, mais je suis d'accord avec ça. Moi, je préfère sortir le Spring Boot. Je trouve ça plus adapté. Ouais, ma foi. Tu me diras, pour ta landing page, pourquoi pas. Hein. Pourquoi pas. Faut juste avoir 2 DevOps pour le maintenir, mais... Oh, le mec. Et ça, c'est un autre sujet aussi. Moi, je réfléchis toujours, dès que je vois une techno un peu comme ça, c'est d'une certaine manière une certaine forme de crédibilité, mais concrètement, ces nouvelles technos-là, c'est super pour aborder de nouveaux projets, commencer de nouvelles choses, etc. C'est le moment de se faire plaisir, etc. Et moi, je me demande si toi, je sais pas, tu conseillerais, l'idée c'est pas de conseiller, mais comment tu imaginerais une migration, alors, sans trop non plus anticiper, je veux dire, peu importe si ça vient de Tailwind, si ça vient d'une solution native, d'un SaaS ou peu importe, vers une utilisation de Panda CSS. Est-ce que c'est quelque chose que tu conçois? Est-ce que tu vois vraiment une plus-value dans l'immédiat ou plutôt tu dirais non, mais c'est vraiment un truc qu'il faut faire de from scratch? Concernant ça, je pense qu'il est possible de faire n'importe quelle migration. Après, le coût est toujours à calculer. Et voilà, bon, ça dépend vraiment d'où on part, quoi. Si j'avais une application avec Tailwind CSS, je suis pas sûr que je la migrerais sur Panda, parce que les avantages sont quand même similaires. J'ai pas un avantage de performance, par exemple, à partir sur du Panda CSS, quoi. Si par contre j'étais sur du Style Components, avec un très gros site et pas mal de pages qui mettent du temps à charger parce que j'ai beaucoup de styles qui sont compute en JavaScript dans le navigateur, je peux comprendre que l'avantage de passer sur Panda CSS serait plus présent. Voilà, mais si j'ai pas vraiment d'expérience dans la migration du Panda CSS, mais par contre un outil que j'ai utilisé, parce que je suis l'heureux détenteur de Tailwind UI, le kit de composants de Tailwind Labs, la boîte qui développe Tailwind CSS. Et j'utilise Tailwind UI pour chacun de mes projets avec Tailwind CSS. Ça fait des années que je ne développe qu'avec Panda CSS. Pardon pour le lapsus, qu'avec Tailwind CSS pour mes projets perso, side project et même pour mes clients. Mais donc j'utilise Tailwind UI pour la grande majorité de mes projets. Et Alexandre Stamer, qui est le co-créateur de Panda CSS, a créé des outils pour passer par exemple de Tailwind vers Panda, de Style Components vers Panda. Il a créé des playgrounds et sûrement utilisables aussi en CLI pour faire des migrations à plus haute échelle. Ah d'accord. Des outils qui prennent donc du Tailwind CSS et qui transposent ça vers du Panda. Après la fiabilité, par exemple tu prends ton code JSX avec des classes Tailwind et ça te génère la même chose avec du Panda. Donc à la place du class name qui est un string, t'as la fonction CSS quoi. D'accord. Après du coup tu perds la granularité de la configuration globale. Enfin, ce que je veux dire c'est si t'as vraiment une intégration custom de par ta configuration, tu peux pas n'importe quel outil de CodeGen ne pourra pas l'anticiper. Sauf s'il accepte en input la configuration, techniquement. Ça dépend du niveau de granularité du truc, mais. Ça me paraît mais c'est typiquement la question que
Mais ouais, d'accord. Mais C'est stylé. dans l'idée, je pense que ta configuration Tailwind CSS, tu peux la migrer vers du Panda sans trop de soucis, parce que les deux outils sont configurables, contrairement à du Ouais. StyleX. L'idée, c'est que tu puisses configurer toutes tes couleurs, tous tes tokens de spacing, par exemple, je sais pas, du PX4, PX6. Derrière, si tu Ouais. veux utiliser la même valeur avec Panda CSS, qui est pas forcément vrai, c'est-à-dire qu'avec Panda CSS, on peut aussi mettre un PX 2 points entre guillemets 4, mais comme ça, je saurais pas dire si c'est exactement la même valeur que Tailwind. Mais si jamais vous avez besoin de ce genre de choses pour migrer de Tailwind à Panda, c'est tout à fait possible. La configuration est là pour ça. Voilà. D'accord. Ah, donc il y a quand même des outils de transpilation qui existent. Oui. Après, la fiabilité toujours est Oui, c'est comme tout, dépendante. mais c'est. Parce que Mais ça, pour je t'en parler prie, je d'un t'en prie. cas précis que j'ai eu, c'est que par exemple, il y a des choses qui n'existent pas avec Panda CSS. Tailwind, par exemple, a cette notion de ring pour mettre un genre de outline autour de ses éléments. Sauf que ça n'utilise pas la propriété outline. Ça utilise je crois que ça utilise le pseudo-élément after pour positionner. Alors là, c'est à confirmer. Hein, vraiment, je peux dire n'importe quoi. Mais l'idée, c'est que ça n'utilise pas outline. Ça utilise une autre propriété pour définir le ring autour d'un bouton. Et Panda CSS n'a pas ce support natif, ça supporte Outline. Après, je pense que ce serait quelque chose à coder soi-même dans la configuration ou ailleurs pour ajouter cette notion avec Panda CSS, mais out of the box, la migration Tailwind UI vers du Panda ne prend pas ça en compte à l'heure actuelle. Donc je dois faire les changements à la main. J'ai pas trop de solutions parfaites à recommander, mais voilà. T'as parlé de transpilation Tailwind UI vers. Pour certains éléments qui sont disponibles avec Tailwind mais pas avec Panda, ça. Oui, d'accord, c'est ça. Voilà, c'est ça. Ok. Non, mais je croyais qu'il avait vraiment fait une copie de la librairie Tailwind UI Ah non, non, c'est. en Panda. Non. C'est moi, mon use case Oui, pour d'accord. ça, c'est j'ai des composants Tailwind UI que je vais utiliser dans mon code. Je veux migrer ça vers du Panda, donc je le passe dans l'outil Playground. D'accord. Mais donc t'en as eu d'utilité et c'est quelque chose que tu utilises pour quand même accélérer tes devs entre guillemets. Ah oui, même si c'est pas parfait comme résultat, c'est comme ChatGPT. Ouais. Je préfère avoir quelque chose qui me fait la base, Ouais. même si c'est pas parfait et que je termine quoi. Clairement. Voilà. Diamant brut. D'accord. Et je sais pas si tu veux revenir un peu aussi sur du coup la vidéo de Théo. Ouais. Sur les différents points qui ont pu être évoqués. Pour ceux qui l'ont pas vu, Ouais. il y en a. Je sais pas si tout le monde connaît Théo, même si il est pas mal présent sur la tech, sur la scène tech Twitter et sur YouTube. Et YouTube. Euh, Même Twitch en réalité. Hein. Oui, il fait des lives énormes. Il est un peu partout. Mais c'est un content creator qui parle beaucoup de tech, qui fait pas mal de reviews d'articles ou de projets qui sortent. Et en l'occurrence, j'ai sorti une newsletter sur PandaCSS où j'expliquais ce que j'ai trouvé comme avantage à PandaCSS, c'est que je comparais avec Tailwind. Mon article a eu plus de succès que prévu. J'ai été notamment featured dans la newsletter This Week in React de Sébastien Lorbier, une newsletter assez connue dans le monde de React et de React Native. Et à partir de ça, Théo a remarqué mon article. Il en a fait une vidéo de réaction. Il a tourné ça, il l'a sorti. J'ai fait ma vidéo de réaction parce que dans sa vidéo, il m'incitait à répondre en fait à ces éléments. Donc j'ai enregistré ma réponse en sélectionnant quelques points de critique parce que Théo était un peu critique envers PandaCSS, il n'était pas convaincu par tout. Il préférait aussi un petit peu l'API de StyleX plus simple et plus restreinte. Voilà. Ouais. Donc comme il a fait pas mal de critiques qui sont souvent faites par des gens qui découvrent PandaCSS, j'ai essayé de faire d'une pierre deux coups. Et donc de faire un peu une vidéo de réponse à ceux qui testent PandaCSS ou qui lisent la documentation et qui ne sont pas convaincus par tout. Voilà. La vidéo a été pas mal vue, bon, par rapport à mes stats habituelles. Moi, je suis à l'heure actuelle à 1700 vues et un peu plus de 70 likes. C'est pas... Bravo, félicitations. Je suis pas. En vrai, non, c'est stylé. Hein. Je suis pas MrBeast, mais voilà.
Voilà. Mister Beast de la tech. En tout cas, ça c'est sûr, tu es une bête. Une bête de tech. La belle et Pas la bête. d'inquiétude. La belle étant Panda Ouais. CSS. Ah, tu es la belle alors. Ou alors, je sais pas où se situe Théo. Je sais pas s'il y a un antagoniste dans La Belle et la Bête, Je m'en souviens plus. mais rien ne t'empêchera de pratiquer du Panda CSS. J'en ai aucun doute. Yes. Et toi, peut-être Paul, dis-nous un peu quel est ton avis sur Panda CSS de ce que tu as pu en voir. Ouais. Alors, mon avis est que bah, tout ce qui est strictement typé, bah, ça me plaît, par nature, en tout cas. Après, bon, enfin, c'est un avis, c'est plus sur le ton de la rigolade que je dis ça. J'ai pas d'avis concret quant à l'utilisation, de nouveau en temps réel, sur un vrai projet de Panda CSS. C'est pas quelque chose qui me choque, en tout cas, c'est des trucs que j'ai, enfin, c'est pas que j'avais déjà vu, mais c'est vrai que j'avais fait un peu de side component, etc. Et je préfère toujours, en réalité, le CSS in JS m'a toujours plus attiré que l'inverse, même si Tailwind Que a le JS totalement. in CSS. Le JS, j'ai dit ça? Non, t'as J'ai dit dit CSS? l'inverse du CSS in JS. C'est quoi l'inverse du CSS in JS? Ah oui, d'accord. Non, non, bah, du coup, c'est le inline, on va dire. Enfin, en tout cas, Et qu'est-ce que peu tu penses importe. du fait d'écrire son CSS dans un fichier CSS? Ce qui est quand même la base. Ah, bah ça fait bien longtemps que ça ne m'est pas arrivé, mais sache que ça arrive toujours. Après, techniquement, si tu travailles dans une code base bien ficelée, avec enfin, après tout dépend de sur quel projet t'arrives, s'il est déjà onboardé, si c'est du from scratch ou pas. Mais d'écrire du CSS vraiment très granulaire et très spécifique à chaque component avec beaucoup de duplication de style, etc. C'est bon quoi, ça va 5 minutes. Donc c'est ce qui arrive souvent lorsque tu fais du CSS dans des fichiers séparés ou lorsque tu arrives dans un projet qui a son fichier HTML, enfin par exemple si je parle d'Angular, son CSS, son .scss, son .html et son .ts ou JavaScript, ça dépend de si tu as un projet typé ou pas. C'est pas des choses qui moi m'attirent en tout cas, ça c'est sûr. Donc les outils comme Panda CSS ou d'autres, hein, il y en a plein. Enfin, je veux dire, Tailwind aussi, je parle d'un ancien temps peut-être, mais en tout cas c'est des trucs qui m'attirent beaucoup plus. Et Panda CSS en fait partie, et je ferai vraiment la main sur Panda CSS, sans aucun doute, un de ces quatre. Mais j'ai pas d'avis en tout cas, de toute façon en règle générale, je ne tranche jamais, je suis un peu la Suisse sur ce genre de sujet. C'est idiot de dire non ou oui. Il y a des points forts, il y a des points faibles aussi, en tout cas il y a des détracteurs, et il faut toujours savoir écouter les avis négatifs comme positifs, et savoir faire son choix en fonction quoi. Il y a tout à chacun. Yes. Bah écoutez, ceux qui nous ont écoutés pendant cet épisode, on les invite à tester Panda CSS d'eux-mêmes, même Mhm. si, Et allez voir ta vidéo réponse ouais, à Théo, mais aussi d'aller voir la vidéo de Théo si vous l'avez pas fait, c'est intéressant. yes, toujours intéressant d'entendre quelqu'un critiquer Oui, un on a outil plutôt et tendance, d'essayer de mettre ça en perspective, quoi. Mais en tout cas, carrément. je pars avec un a priori positif de votre part, si jamais vous testez Panda CSS, c'est un bon outil. On l'a pas dit encore, mais il est développé par la team de Chakra UI, qui ont Ah développé oui. Chakra, qui ont aussi développé ZagJS, ArcUI, et Panda CSS est en fait destiné à devenir la solution de styling des composants Chakra UI, qui pour Mhm. l'instant utilisent Emotion, CSS si je ne dis pas de bêtises. Donc l'idée c'est à terme de remplacer ça par une solution build time, CSS in JS build time, pour améliorer les performances. Voilà. Et aussi pour pouvoir les rendre plus facilement dans des serveurs components, etc. Non? Absolument oui, c'est que Ouais. le gros intérêt de Panda CSS, c'est que c'est du JavaScript. Ça peut être utilisé aussi bien côté runtime avec du Vite et du React. Ça peut aussi être utilisé côté server-side avec du Astro ou en mode hybride avec du Next, du Remix. Ça fonctionne bien. Voilà. Et par défaut. Carrément. Trop. Nickel. Yes. Bah écoute, je te remercie Baptiste pour cette super présentation de cet outil qui te fait rougir. Absolument. Et, euh, et puis c'est top, merci à vous de nous avoir écoutés. On se retrouve une prochaine fois pour d'autres sujets qui nous font, qui nous passionnent ou qui nous intéressent dans l'actualité quoi. Merci à tous. Merci à toi, Paul. À bientôt. Allez, ciao ciao.